En creux de cette séquence, les challenges actuels, qui sont la plupart du temps présentés autant comme des problèmes que des opportunités. Ce sont les principaux constats sur lesquels s'appuient les théories du développement émergentes, que ce soit le développement durable, la troisième révolution industrielle et bien d'autres encore. J'en ai listé 6, qui sont revenus dans cette séquence, tous liés les uns aux autres. Je vous les livre sans hiérarchie. La première nécessité de changement, anticiper l'épuisement des ressources énergétiques fossiles et penser l'après-pétrole. Le deuxième grand bouleversement, déjà bien entamé, lui, la réorganisation de la production à l'échelle mondiale, qui a signifié en France la diminution brutale de l'activité industrielle et la forte émergence des services dans l'économie. Troisième prise de conscience, le challenge écologique. Repenser le rapport entre les sociétés humaines et la nature, ce qui veut dire préserver l'environnement, la biodiversité, le climat, de sorte que la Terre reste vivable. Quatrième changement majeur, envisagé comme une rupture, la révolution technologique, l'émergence du numérique et toutes les problématiques posées par un changement de cette ampleur, en termes d'adaptation, d'apprentissage, d'infrastructure, par exemple. Cinquième challenge, la crise démocratique, c'est-à-dire la crise de confiance des citoyens dans les institutions, en particulier dans les institutions lointaines, l'État, l'Union européenne. Et plus généralement, les limites atteintes aujourd'hui par la démocratie représentative. Et enfin, sixième challenge, le basculement dans un âge parfois qualifié de capitalisme avancé, qui voit triompher les chantres de la rigueur budgétaire, du moins celle d'État. C'est concrètement moins de capacité d'action pour la puissance publique. Cet ensemble de challenges a des conséquences sur la conduite de l'action publique. Les témoignages réunis au début de cette séquence 2 le démontrent. Du point de vue des agents eux-mêmes, il est nécessaire de repenser leurs actions. Une des limites principales de l'organisation actuelle, c'est la pensée par silo, et ce principalement à deux niveaux. D'abord, il leur paraît de moins en moins cohérent d'organiser l'action territoriale par services séparés, par secteur. Ce à quoi la fin de cette séquence répond par plus de transversalité dans l'organisation des services. Penser et faire entre et avec les autres intérieurs, à tous les niveaux, pour faire face à des nouveaux challenges qui sont, eux, transversaux, multiformes et complexes. Ensuite, deuxième point, il est de plus en plus difficile de penser à partir du territoire pris comme un isolat, une île, à laquelle sa responsabilité, sa mission est liée. La réponse apportée, c'est l'interterritorialité, c'est-à-dire penser et faire, au moins autant que pour soi, avec les autres territoires et entre les territoires, avec les autres extérieurs en quelque sorte. C'est accepter alors que le territoire institutionnel sera toujours en retard sur l'espace vécu, et qu'il faut donc, par une certaine souplesse dans la coopération, s'adapter à cette réalité. C'est une des manières de dépasser les limites actuelles de l'organisation politique des territoires. Une autre difficulté, exprimée par les agents, c'est le lien avec les habitants, qui pose plus globalement des questions de méthode et de posture dans l'action publique territoriale. La séquence 3 permettra de davantage entrer dans le détail. Sur la méthode, on pense à la participation des citoyens et de la société civile, à la construction et à la mise en œuvre des politiques de développement local. Celle-ci reste très limitée. Malgré de nombreuses tentatives, on ne sait pas encore bien le faire. Sur la posture, l'enjeu est de sortir de l'aménageur, de l'urbaniste seul sachant, de l'élu seul responsable. Cela veut dire intégrer les citoyens à toutes les étapes, on vient de le voir, mais aussi aller chercher d'autres acteurs. Sylvie Lardon a proposé que les chercheurs prennent davantage de place dans les politiques de développement territorial, comme concepteurs, processeurs et médiateurs. C'est une des pistes possibles. Il y en a d'autres. Tout ceci étant dit, et ce sera ma conclusion, il est important de prendre du recul par rapport à cette injonction au changement. Il sera toujours nécessaire de changer le système, et le nouveau système, qui émergera demain, devra de nouveau s'adapter aux nouveaux challenges qui auront déjà changé. En conséquence, il faut faire attention à ne pas créer une nouvelle doxa en remplacement de l'ancienne qui nous paraît tant dépassée aujourd'hui. Au contraire, il serait intéressant de prévoir déjà une certaine dose de flexibilité et d'adaptabilité, de sorte à anticiper la nécessité de devoir évoluer encore dans le futur.